L'exposition, malheureusement ou heureusement, mais comme je suis bilingue, elle a un titre en anglais, Exhausted Laughters, rires épuisés. En fait, j'ai rencontré Laura Negri après avoir fait une exposition à Philadelphie où j'avais 13 installations vidéo. Et il ne connaissait pas mon travail vidéo et quand il a vu tout de suite, il a eu envie de faire une exposition de ce travail. C'est la première fois en France qu'un musée fait une exposition monographique de vidéos. Il est question, en fait, dans cette exposition, de la perte de l'humain et de ce qui se produit quand il n'y a plus d'humain dans la société. Et donc, c'est vraiment une réflexion, qu'est-ce qui se passe sur la perte de l'humain et qu'est-ce qu'on peut faire comme art après les usines de la mort. Et donc, un peu basé sur cette expérience, mais au niveau du sensible, je pose cette question. Je suis intervenue sur le mur de Saint-Étienne, dans une espèce de rebond par rapport à l'exposition d'ici, où il y avait une phrase très difficilement lisible, mais lisible quand même, et qui énonçait le texte suivant « Et cependant, les hirondelles chantent près des cheminées ». Ce qui permettait de faire un rebond sur l'exposition, on va dire, face à l'histoire, mais aussi face à la violence économique de la région, où les usines ferment. Voilà. En fait, si vous voulez, le phénomène déclencheur de vidéo, il est divers. Il est dans, comment dirais-je, dans ce que Deleuze dit, être aux aguets. L'artiste est un être aux aguets. Donc, ça peut être à la lecture d'un article, ça peut être à la vision d'une photo. Souvent, en lisant un article, en voyant une image de la presse très populaire, hein, genre Le Parisien ou le Journal du Dimanche, hein, c'est pas... de toute façon, dans le monde, il n'y a pas de photos. Donc voilà. Souvent, c'est... ou dans Métro. Par exemple, j'ai fait une vidéo en lisant un article dans Métro, j'ai arraché la page, je l'ai gardée et je suis partie sur le sujet. Là, je vais faire une vidéo où je pars en Allemagne. Ça peut être aussi sur Internet. Quand j'ai décidé de filmer les baleines, c'est après des recherches multiples sur Internet. Donc voilà, je suis une personne de mon temps, je traîne beaucoup sur Internet, je regarde la télé, voilà quoi. Et donc, Once Upon a Time, c'est en voyant une photo d'une machine qui s'appelle une abatteuse, qui enserrait un arbre. Et au moment où j'ai vu cette photo, ça m'a fait un choc émotionnel. Et j'ai décidé de filmer l'abattage systématique des arbres. J'ai beaucoup travaillé sur les notions de perception. Et évidemment, les notions de perception dans un espace et de perception d'une personne occidentale. Parce qu'une personne, par exemple, chinoise, n'aura pas la même perception de l'espace que nous, puisque l'écriture est de haut en bas et de droite à gauche ou de gauche à droite, suivant les cas. Par exemple, pour les personnes arabes, l'écriture est de droite à gauche, donc la perception de l'espace sera différente. Pour nous, c'est de gauche à droite. Pour réaliser cette installation,
je me suis promenée dans le musée, je me fixe finalement sur le déplacement des corps et les déplacements de l'œil au niveau perceptuel. Je me suis vraiment promenée dans le musée, si je puis dire, recto verso. Donc voilà. Donc je joue aussi sur la notion de vision périphérique et c'est en fonction de cela, du reste, que les dimensions des vidéos sont établies. Prenons par exemple Nine. Ici, elle est dans un... Enfin, moi je dis plasma, parce que bon... mais dans une autre exposition, elle était en projection, en 16/10. C'est vraiment en fonction du lieu que les dimensions des vidéos vont être établies. Si je vois quelque chose, ça me rappelle autre chose, mais tout le monde. Et donc je joue beaucoup par rapport à ces superpositions d'images mentales. Et donc, c'est pour ça qu'on dit « Oh, le travail de Tania Moreau, il est tellement social, etc. » Je ne sais pas s'il est social, mais en tout cas, il nous correspond. Si je vois, par exemple, j'avais fait un film, c'était très amusant parce que j'avais fait avec ce Sony Ericsson, j'étais en première classe. Donc je montre la lampe pour bien montrer que j'étais dans un train de première classe d'aujourd'hui, un TGV. Et puis quand je commence à voir les rails et tout, ma pensée a glissé vers de sinistres rails. Et donc, on voit des rails et encore des rails. Et j'ai choisi le son d'un DJ allemand qui travaille sur les langages fascistes. Et donc, voilà comment une image très très belle, très picturale, devient d'un seul coup un peu sinistre, alors qu'on ne voit rien dans l'image. Un peu comme ça que j'opère. Où j'étais parti filmer la plus grande casse d'Europe en Allemagne. Et au moment où je pose ma caméra, il y a un train de marchandises qui est passé. Un train de marchandises allemand qui est passé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait un plan fixe de 2 minutes 30 de ce train de marchandises qui passe. Voilà. Donc c'est parce que, voilà quoi, je vois des choses et ça m'en évoque d'autres. La raison pour laquelle je fais très très attention à la qualité de l'image, c'est que j'ai traîné dans les musées de l'âge de 6 ans à 16 ans, d'après mon programme d'histoire au Louvre. En plus, j'avais un petit frère qui avait 2 ans de moins que moi, et donc voilà. Et j'ai une vraie formation de l'histoire de la peinture, mais je n'ai pas une formation livresque. J'ai une formation du vécu. La peinture coule dans mes veines. Je ne fais pas exprès, c'est comme ça. Donc quand je me suis retrouvée, et quand j'étais jeune, il n'y avait pas la télé. Quand je me suis retrouvée avec de l'image mouvement, instinctivement, j'ai calé cette histoire de lumière avec des romans, avec le Tintoret, mais c'était pas, je disais pas roman, le Tintoret dans ma tête. C'était, voilà, bon, les rouges, il faut qu'ils soient comme ça, les marrons, il faut qu'ils soient comme ça, les blancs. Et donc, je jongle véritablement avec l'étalonnage. Je ne cherche pas à faire une image ultra piquée. Je ne suis pas cadreur pour la télé et je ne suis pas cadreur pour le cinéma. Je suis artiste, donc ce qui m'intéresse, que je disais tout à l'heure, c'est l'émotion, et j'ai pas un boss au-dessus de moi qui me dit « Ah, c'est mal filmé, blabla, il faut que ça soit broadcast, etc. » Et si mon image est trop belle, parce que la lumière s'y prêtait, etc., eh bien, à l'étalonnage, je la bousille.
je la rends pauvre, parce que je me suis retrouvée, par exemple, quand j'ai été filmée, mais c'est pas, la vidéo elle n'est pas là, quand j'ai été filmée dans le CAS d'Europe, la lumière était divine, je me suis retrouvée avec du National Geographic au kilomètre, il n'y avait plus d'émotion, etc. Et voilà quoi. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est pas la perfection technique, c'est de déclencher l'émotion, et je veux pas que les gens soient en admiration devant ma perfection technique. Depuis toujours, le son est dans mes œuvres. Depuis les chambres dites de méditation, j'ai travaillé avec des gens comme Terry Riley, Lamonte Young, Eliane Radig. Voilà, j'ai toujours été, quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'écoutais Pierre-Henry, etc., Schaeffer, tout ça. Donc le son m'a toujours intéressé. J'ai une manière spécifique de traiter le son dans mes vidéos. C'est-à-dire que je n'illustre pas d'une manière sonore mes vidéos, ou je n'illustre pas le son par l'image. Je laisse en tension le son, et je sais tout à fait ce que je manipule, c'est-à-dire que quelquefois il y a du son où on a l'impression qu'il vient de l'image, et c'est pas vrai du tout. Je joue là encore sur l'imagination du spectateur, et je suis complètement les thèses de Michel Chion, que si le spectateur ou auditeur entend un son, il va créer l'image. Inconsciemment, il créera l'image, et bon, il le démontre dans plein de films, etc. Bon. Et donc, moi, je crée une tension entre l'image et le son, et ce sont deux acteurs, on va dire, aussi importants l'un que l'autre. Moi, je ne fais pas de reportage. Déjà, comment dirais-je, cette exposition, elle s'appelle Rires épuisés. Rires épuisés parce que l'histoire nous a montré que, où on aboutit quand il y a la perte de l'humain. On l'a vu au Rwanda. Moi, je ne peux pas parler du Rwanda. Je n'ai jamais été au Rwanda, et je n'ai pas de famille qui est morte du Rwanda, et je ne fais pas de reportage, etc. Donc je suis une Européenne, Europe dans laquelle il y a eu en tout cas 38 millions de morts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une famille où il n'y a pas eu un mort dans la guerre, dans la dernière guerre mondiale. Donc c'est de ça, c'est pas, je ne parle pas de la dernière, je ne fais pas de travail de mémoire, déjà. Aucun. Mais je fais, comment dirais-je, je reviens à ce que je disais au début, j'ai les yeux grands ouverts. Je suis un être aux aguets. Ce n'est pas non plus une histoire de génération, ça n'a rien à voir. Mon fils a 30 ans, il sait très bien ce qui s'est passé d'inhumain dans la dernière guerre mondiale, où on a créé des usines pour rentabiliser la mort d'êtres humains, de bébés, de femmes et d'hommes, et de vieillards. C'est inimaginable, rentabiliser la mort. Donc c'est, si vous voulez, une fois qu'on perd l'humain, voilà où ça atterrit. Mais ça n'a rien à voir avec il y a 40 ans, il y a 50 ans, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe à l'heure actuelle. Je veux dire, pour moi, voilà, c'est de ça dont je parle. Qu'est-ce qui se passe quand l'humain disparaît? Je ne fais pas de devoir de mémoire, je n'ai aucune leçon à donner à personne. Je fais une confidence au spectateur, au regardeur, et je lui dis, regarde, voilà ce que je vois. Pour moi, le monde, il est comme ça.
Voilà comment je le vois. Donc, ça peut être sur les cimetières, ça peut être sur la forêt, ça peut être sur les baleines. Ici, il n'y a pas toutes ces photos. Ça peut être, voilà ce que je vois. Et moi, si démunie, dans ce monde si vaste et si violent, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je me trouve? Qui va me protéger? Voilà, c'est un peu ça. Ça n'a rien à voir, voilà.